Et on va commencer le reportage. Ouais, vas-y, mets le générique et allez, ciao. André Sico Nicolas, rédacteur en chef de l'Humanité Dimanche. Déjà auparavant à nos amis à partir de l'expérience que nous avons eue en commun, Radio Castagne, et donc de la question que tu soulèves, et à savoir, en effet, il ne suffit pas d'avoir une multitude de sources d'informations pour être bien informé. La nature de l'information qui nous est donnée est fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Faudrait-il parler aujourd'hui de questions de résistance, d'information et de presse, alors qu'on n'a jamais eu autant de lecteurs? En 1934, Daladier, qui était gouvernant de l'époque, disait l'information est entre les mains de 200 familles qui détiennent le pouvoir industriel, le pouvoir financier et celui de l'information. 200. Aujourd'hui, nous avons 20 dynasties. Et pas de n'importe quelle dynastie. Parce que, comme c'était souligné dans le petit document qu'on vient de voir, qui est combien important, qui souligne la nécessité d'être dégagé des contraintes, notamment de l'argent, mais il peut y avoir d'autres contraintes. Il y a les contraintes politiques. Sous une dictature, la presse est soumise à une contrainte politique. Elle n'est pas obligatoirement soumise à une contrainte d'argent. Elle est là sur le plan politique. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est vraiment l'information aujourd'hui en France? Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous permettre de comprendre et de voir ces 20 dynasties. Je ne veux pas vous citer les 20, mais les 5 ou 6 essentiels qui, à eux seuls, font grosso modo ce qu'on appelle plus de 30 millions d'impacts par jour, c'est-à-dire qui touchent 30 millions de personnes. Quelques noms et quelques chiffres. Martin Bouygues, ça vous dit quelque chose? C'est du bâtiment, des télécoms, 130 000 salariés, 32 milliards de chiffre d'affaires. Il possède TF1, Eurosport, Métro. TF1, chacun connaît. Au moins celui-là. Bernard Arnault, patron de LVMH, certains l'appellent La Fouine, d'autres préfèrent lui donner maintenant le nom de Arnaud le Belge. Vous savez qu'il veut devenir belge. Ce monsieur, lui, qui contrôle, entre guillemets, la vie de 83 500 salariés, fait un chiffre d'affaires de 23 milliards et un bénéfice net en 2011 de plus de 3 milliards d'euros. Il possède le quotidien Les Échos. Je ne parle pas de Radio Classique, qui fait partie aussi de sa corbeille. François Pinault, marchand de bois. Lui, c'est la Fnac, la Redoute, Le Point. Puis comme ils sont un peu copains quand même entre eux, il a 16% de Bouygues. Lagardère, fils, c'est tout le groupe Hachette. Elle, bref, les essentiels des féminins, etc., etc. Lui, vous savez que c'est l'armement, les marchés publics. Il y a Bolloré, qui tient, lui, Direct Matin, qui est un journal gratuit, qui diffuse à plusieurs millions d'exemplaires. Et puis vous avez surtout, et aussi, Serge Dassault, l'avionneur, qui ne vit que par les contrats, majoritairement par les contrats d'État, et qui est le patron du Figaro. Alors il y en a d'autres, bien sûr, il y a des petits jeunes,
comme Niel, on l'évoquait il y a un instant. C'est le patron de Fruits. Vous savez, l'ancien roi des pipe shows, puisqu'il était actionnaire de pipe show avant de devenir patron et propriétaire du Monde, avec Pigasse et Berger. Eh bien, ces gens tiennent à la fois le pouvoir de l'argent et ont, je vous dis, l'équivalent, grosso modo, de 35 millions d'impacts par jour. Vous imaginez bien que ces gens-là ne vont pas accepter qu'une quelconque force puisse remettre en cause leur pouvoir. J'en ai oublié un que j'aime bien. Albert, vous savez, celui qu'on appelle le baron, qui est le propriétaire d'M6, qui est aussi dans la LVMH. Tous ces gens-là, qui sont tous milliardaires, c'est quand même l'ordinateur commun, donc industriels, financiers, propriétaires de journaux, de télévision, de radio et milliardaires. Eh bien, ils ont des intérêts à défendre. Voilà. C'est fondamental. Ils ont construit leur fortune et ils veulent que cette fortune se perpétue. Et il est hors de question que quelqu'un revienne mettre en cause leur statut. C'est face à ça aujourd'hui qu'on est. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas méchants. C'est pas un problème de méchanceté. Ils ne font que défendre leurs intérêts. Et aujourd'hui, face à ça, il y a quelques points de résistance. La Marseillaise, ici, l'Humanité sur le plan national, l'Humanité dimanche, une fois par semaine, d'autres aussi, on n'est pas les seuls, mais face à ces 30 millions d'impacts quotidiens, l'impact, ce que ça peut produire, c'est absolument colossal. Et là, il y a des équilibres. Là, rien ne va plus. Parce que, nous l'évoquions déjà tout à l'heure, la question de l'information et de la liberté de la presse, ce qu'il faut d'abord en effet regarder, c'est la question de la liberté d'information. Est-ce qu'on est des citoyens libres lorsqu'on est mal informé? C'est-à-dire que nous sommes amenés, les uns et les autres, dès l'âge de 18 ans, par exemple, à nous prononcer sur l'avenir de la commune, l'avenir de la région, l'avenir du département, l'avenir national, choisir un président. Donc nos actes, l'acte de voter par exemple, va déterminer le sens de la vie, le sens de notre vie en commun et en société, collectivement. Pour que notre acte de citoyen soit plein et entier, il y a une condition fondamentale: qu'on soit bien informé. C'est-à-dire que nous soyons réellement libres de nos choix. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes libres de nos choix? Ces gens que j'évoquais tout à l'heure, souvenez-vous de cette anecdote, enfin, si on peut appeler ça une anecdote, en 2005. 2005, il y a eu ce fameux traité, vote sur le projet de traité de constitution européenne, chacun s'en souvient. Quelques mois auparavant, nous sommes au mois d'octobre 2004, des sondages nous indiquent, tous les sondages, nous indiquent que les Français sont à 64%, au moins, à minima, favorables à ce traité. Très bien, ça aurait été possible. Et puis, il y a un journal, parce que ça il faut le revendiquer haut et fort, qui s'appelle l'Humanité, qui rentre dans une campagne où elle décrypte le contenu de ce traité. L'Humanité publie à 1 million d'exemplaires, c'est-à-dire qu'elle se creuse elle-même un trou financier qui n'est pas encore comblé aujourd'hui. Un trou financier, à ses frais, à 1 million d'exemplaires, un document où chaque élément de ce traité est décrypté, expliqué. Et dans le même temps,
à partir de ça, des citoyens se mettent eux aussi en branle pour expliquer à gauche, à droite, lors de réunions, sur Internet, etc., pourquoi le contenu du traité. Non pas pourquoi il faut voter contre tout de suite, mais d'abord le contenu du traité. Eh bien, c'est ce faisceau d'action qui va en réalité aboutir en 2005, alors qu'on nous annonçait 64% des Français qui étaient favorables à ce traité, au fait qu'au moment du vote, il y en avait 54 qui étaient contre. Alors que dans le même temps, vous le voyez à la télévision, dans les journaux, etc., par exemple, pour ce qui est des hebdomadaires, qui m'intéressent plus particulièrement, il n'y a pas eu un seul hebdomadaire national, je dis bien un seul, donc disant cela, je parle aussi de Marianne, qui est appelé, par exemple, à voter non. Eh bien, c'est ce faisceau de citoyens et ce journal qui s'appelle l'Humanité, qui, par l'explication, qui, par le décryptage, ont renversé la vapeur. Sont parvenus à renverser la vapeur, malgré le fait des 30 millions d'impacts que j'évoquais tout à l'heure. D'où toute l'importance aussi de l'existence de ces supports. Parce que s'ils n'existent plus, qu'est pas ça, comme disent les Espagnols, les Catalans, il n'est pas évident, il n'est pas sûr du tout que nous aurions eu le même résultat si la Marseillaise n'était pas mêlée de cette bataille, si l'Humanité n'était pas mêlée de la Palestine. Les autres, non. Hein. C'était rien. Télévision, radio, etc., etc. Donc, fondamentalement, il faut revendiquer non pas simplement la liberté qu'il y ait des journaux, parce que, comme le rappelle ce marchand de journaux qui confond livres et publication de l'impression, ce qui est quand même un vrai petit problème, et je passe là-dessus, il dit qu'il en a 300. Elle n'est pas contrariée, la liberté de la presse. Mais c'est le droit des citoyens à l'information. C'est pour ça qu'il faut je vais dire qu'à mes yeux, qu'il faut se battre autant pour... C'est là où ça se joue que c'est important. Les familles, les dynasties, les vins, ils n'ont pas de problème qu'il y ait des journaux qui se créent à gauche, à droite, qu'il y ait de l'internet à droite, à gauche, etc. Du moment qu'elles ont l'impact principal à partir duquel elles estiment forger les consciences. Donc si le mot résistance a sens aujourd'hui, c'est dans le fait qu'aujourd'hui encore, on est soumis à, j'allais dire, une parole généralisée, ce qu'on appelle communément la pensée unique. On parle compétitivité aujourd'hui. Pourquoi pas? Mais tout le monde parle de la compétitivité de la même manière. À aucun moment, sauf dans les journaux que j'ai cités, on se pose la question de pacte de compétitivité ou choc de compétitivité, appelons-le comme on veut. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, alors il faut étudier, il faut regarder, il faut mettre les gens en débat. Il y en a qui vont dire, voilà, ça veut dire qu'on sera plus compétitif, qu'on produira moins cher, parce qu'in fine, c'est quand même le problème, hein. On produira mieux et moins cher pour être plus concurrentiel avec les Brésiliens, les Chinois, les pays de l'Est, etc. Comme si, alors d'accord, soit d'accord, c'est ça. Mais alors, on peut tout poser la question. Vous pensez que les Chinois, les pays de l'Est, ou les Brésiliens vont se dire, bah tant pis, on a perdu. Vous vous rendez compte, ils sont plus compétitifs. Eux aussi, ils vont entrer dans la danse de la compétitivité. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les mêmes recettes, si on reste sur les mêmes logiques, hein, ils vont prendre les mêmes recettes que celles que nous appliquons ici. Où nous conduit ce bal infernal? Je ne l'ai pas entendu à la radio ni à la télévision. Donc la question fondamentale, c'est que nos citoyens, que les citoyens aient réellement des sources de formation multiples, à égalité, parce qu'il y a la question d'égalité, pour pouvoir être des citoyens à part entière.